Bonjour, merci Stéphane. Je suis très honoré d'être devant vous une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir. Et pour une fois, en plus, je ne viens pas vous parler d'ambulatoire. Même si le patient connecté est certainement la conséquence de ce que j'ai pu vivre sur l'ambulatoire depuis toutes ces années. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse ce que ça voulait dire connecté, parce qu'aujourd'hui connecté, ça tout de suite, on a l'impression qu'on parle de digital, d'ordinateur, d'objets connectés. Connecté, ça veut juste dire qu'on essaye d'unir deux choses, les unes avec les autres, ou deux conducteurs. Donc c'est créer surtout un lien entre deux choses ou deux personnes. C'est ça que ça veut dire connecté. Et le patient connecté, c'est avant tout un patient avec qui on va essayer de créer du lien. Ça va être facilité probablement par le digital, mais c'est avant tout de chercher un lien et de garder un contact avec le patient. C'est pas forcément un patient qui va être bardé de capteurs ni surveillé 24/24 à la maison avec des moniteurs. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu aux objets connectés qu'on trouve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire c'est plus des gadgets, et aujourd'hui il n'y en a pas tant que ça qui marche. Et ce qui est sorti il y a quelques années, on s'en sert plus, et puis c'est plus un marché, mais il n'y a pas tant de connexions que ça. Alors bien évidemment, il y a eu des évolutions technologiques majeures, et en ce moment on vit la robotique, on vit des instrumentations assistées par ordinateur, de la réalité virtuelle ou augmentée, mais globalement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a montré sa supériorité au niveau des résultats fonctionnels et au niveau des résultats cliniques pour le patient. On a un meilleur alignement avec les robots. Pour l'instant, à 1 an, on n'a pas une supériorité clinique pour le patient. Alors ça va probablement venir dans le futur, on va réussir à prouver ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il y a même une étude qui montre que l'expérience du chirurgien n'est pas si différenciante que ça pour le résultat sur le patient. C'est-à-dire que même avec un chirurgien avec une très grande expérience, sur le résultat clinique, ce n'est pas si important que ça. Par contre, la relation patient, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la relation entre le patient et le chirurgien, si elle est nourrie et constructive, ça va avoir un aspect très significatif sur la santé du patient et sur son résultat fonctionnel. C'est-à-dire que plus on va développer et éduquer le patient, plus on va avoir de résultats positifs. Donc mon hypothèse, c'est que la relation patient-chirurgien, c'est aujourd'hui une des sources majeures qui permet d'impacter le résultat fonctionnel du patient. Et c'est en ça que le patient connecté, en lui créant du lien, on va réussir à augmenter ça. Ça repose sur une prise en charge d'éducation et d'accompagnement. Et finalement, c'est normal d'essayer de faire ça parce que le patient, c'est le seul qui ne va pas avoir une éducation médicale dans l'entourage de ce qui va se passer. C'est tout le monde, l'anesthésiste, le chirurgien, l'équipe va avoir une connaissance, mais pas le patient. Donc, raison de plus d'essayer de créer ce lien. Et le numérique peut être et va être un excellent outil de connexion par rapport à ça. Le patient connecté, même si ce n'est pas du digital, curieusement, c'est un patient humanisé. Une petite anecdote, on nous dit toujours que les patients plus âgés ne sont pas capables d'utiliser du numérique et de la connexion. Et pour autant, moi j'ai une personne âgée qui s'est réjouie d'avoir eu un programme de suivi numérique parce que ça lui a permis de voir plus souvent ses petits-enfants et ses enfants, parce que comme elle ne savait pas se servir de la machine, eh ben c'est la famille qui est venue et ça lui a permis de recréer du lien avec sa famille. Donc rien que ça, le fait d'essayer de créer du lien, même avec du numérique, ça humanise. Un patient connecté, c'est un patient qui est mieux éduqué et mieux informé. Et puis surtout qui est engagé dans son parcours de soins. À partir du moment où vous allez lui demander de répondre à des questionnaires de façon régulière, il va se sentir plus engagé. Et à partir du moment où vous lui demandez de se mettre une note, de s'évaluer, on a toujours envie de se mettre une meilleure note qu'une mauvaise note. Donc on va plus faire attention et on va essayer d'avoir un meilleur résultat pour pouvoir se mettre une meilleure note. Et donc, de façon claire, ce sont des facteurs intrinsèques de la réussite et de la qualité des soins. Et puis également, je vais vous le montrer avec un exemple, mais c'est des patients qui sont fidélisés par le fait d'avoir un suivi et qui, même longtemps après leur prise en charge, sont capables de répondre à des questionnaires. Et puis, le patient, c'est une formidable source de données. La plupart des études, dans l'immense majorité des cas, c'est à la consultation, le chirurgien va remplir un papier, lui, en posant des questions au patient. Finalement, c'est tellement plus simple d'aller chercher la source de données chez le patient lui-même, en lui envoyant des questions chez lui. Et surtout que c'est des données en vie réelle, ça reflète plus le vrai résultat que quand ça passe par le prisme et l'interprétation du chirurgien. Et puis, on a des données inédites. Moi, j'ai des données sur la reprise de la conduite automobile après prothèse de genou. J'ai tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, et pas dans les registres, par exemple, même si en plus, nous, on n'a pas de registre. L'analyse des données
Ça nous permet bien évidemment de dépister des événements indésirables. Le patient connecté, il va nous renvoyer des patients. On peut dépister, mais je dirais qu'à partir du moment où on dépiste un événement indésirable, c'est presque trop tard. Ça veut dire que l'événement indésirable, il est déjà là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aboutir à un des profils de patients. Quels sont les patients qui vont avoir mal en post-opératoire? Quels sont les patients qui vont pas bien plier leurs genoux en post-opératoire? De faire des profils et de regarder quels étaient leurs profils préopératoires. Et de là, pouvoir, avec quelques questions en préopératoire, pouvoir se dire, attention, ce patient va aller dans la mauvaise catégorie, je vais changer mon protocole. Et on va modifier le protocole et le traitement et pour aboutir à de la vraie médecine prédictive. C'est aussi ça le but d'avoir un patient connecté. Je vais vous présenter l'outil que j'utilise. C'est un petit peu décalé, je suis désolé. Ça s'appelle Hortense. C'est une application très simple. On envoie un mail au patient. Il n'y a pas d'application à télécharger ou quoi que ce soit. On envoie un mail au patient à période régulière en fonction du protocole qu'on a déterminé nous. Et le patient, dans le mail, il y a marqué « Cliquez ici pour ouvrir le questionnaire ». Et ça ouvre une page sur Internet et il y a des questions. Toutes les questions que vous pouvez imaginer, de vie réelle, de score fonctionnel, de ce que vous voulez. C'est personnalisable. Et ça peut éventuellement être adjoint avec des objets connectés pour calculer par exemple le nombre de pas. C'est des objets connectés très simples, on ne va pas aller chercher beaucoup plus loin. Et puis on peut donner des consignes à l'issue des réponses. Une fois que le patient a répondu, on peut lui donner des consignes qui vont être des consignes de bon sens. On ne va pas faire de la prescription, mais si le patient nous répond par exemple qu'il a un genou très gonflé, on va lui dire n'oubliez pas de continuer à glacer votre genou. Des consignes de bon sens, mais qui créent encore ce lien, alors que s'il est tout seul à la maison, il ne va pas avoir ces consignes-là si on n'a pas ce suivi-là. Et on va pouvoir aussi faire des petits exercices d'auto-rééducation. Donc on a un appui à la gestion des risques, parce que encore une fois, on va pouvoir peut-être dépister un peu plus tôt ce qui va se passer de négatif. On a un format, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fidélisation du patient. On va l'engager dans son parcours et il va nous répondre de façon régulière. Et encore une fois, quand vous répondez, et vous avez tout intérêt à essayer d'aller mieux pour pouvoir répondre de façon correcte. Et puis, quelque part, on peut s'armer aussi un peu au niveau du risque juridique, parce que quand moi je voyais un patient avant, je savais comment il allait au moment où il quittait l'établissement, et ensuite comment il allait lorsque je le voyais à la consultation à 6 semaines. Ce qui s'était passé entre-temps, on était obligé de jouer sur la mémoire du patient, c'était peut-être un peu incomplet, alors que là, on a des données de façon régulière qui nous permettent d'avoir un dossier beaucoup plus complet, ce qui fait qu'en cas de problème, on a plus de données à pouvoir donner. Et puis ça peut être un appui à la recherche, c'est-à-dire que ça peut être des appuis, c'est du prospectif, le patient il répond au fil de l'eau, et au bout de 6 mois de prise en charge, on a toutes les données et on n'a pas besoin de revoir le dossier, on n'a pas besoin de revoir le patient, on a toutes les données qui sont là. Et en plus, c'est une auto-évaluation par le patient. Alors je sais qu'il y a un débat, il y a beaucoup de gens qui considèrent que comme c'est une auto-évaluation par le patient, c'est subjectif, mais je considère que quand ça passe par le prisme du chirurgien, c'est encore plus subjectif, et donc quelque part le plus objectif, c'est quand même quand le patient répond tout seul. Un petit exemple de ce qu'on est capable de faire, juste pour cette communication, la semaine dernière, on a renvoyé un mail, juste un mail et un autre appel, à 226 patients qui avaient été opérés d'un ligament croisé entre mars 2018 et mars 2019. Juste un mail, ça m'a rien demandé comme autre effort qu'un mail. Au bout de 5 jours, on avait déjà 115 réponses sur les 226 patients, pour vous donner une idée de la fidélisation. C'est des patients qui ont été opérés parfois il y a 1 an et demi, et pour autant on leur envoie un mail et ils nous répondent. Plus de la moitié des patients ont rempli le questionnaire. Si vous faites une étude a posteriori, je peux vous dire qu'avant d'avoir la moitié des patients, il va falloir se lever tôt. Donc ça crée du lien, ça fidélise et ça pérennise et ça solidifie ce lien. Qu'est-ce qu'on voit par exemple dans les réponses que j'ai eues la semaine dernière? On se rend compte que dans les patients qui ont repris le sport après ligament croisé, on a une satisfaction qui est relativement haute. Alors c'est pas des pourcentages, c'est le nombre de patients. Donc il y a plus de gens qui avaient repris le sport, et on voit que même dans les patients qui n'avaient pas repris le sport alors qu'ils ont été opérés d'un ligament croisé, ils sont quand même très satisfaits de leur prise en charge. C'est-à-dire que globalement, même si ils n'ont pas repris leur activité, parce que la plupart des ligaments croisés c'est des gens qui faisaient du sport, même ça, ils sont satisfaits de leur prise en charge. Encore une fois, ça a été fait sans effort, c'était juste 2 mails qui ont été envoyés. Et puis peut-être que ça va vous choquer, mais finalement, je ne vois pas pourquoi on n'essayerait pas de se comparer à d'autres secteurs de la société quant à la satisfaction des patients. Il y a un score qui s'appelle le Net Promoter Score, et en fait, on va poser une question aux patients, c'est est-ce que vous conseilleriez la prise en charge que vous avez eue à un de vos proches?
C'est plus important que êtes-vous satisfait de votre propre prise en charge. Et on se rend compte qu'en mettant en place des protocoles de fidélisation et de suivi comme ça, nous, on a réussi à avoir un taux de satisfaction qui est supérieur à Netflix ou à Apple aujourd'hui. Et pourtant, on est dans la santé, on peut imaginer que c'est un milieu un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que tous les patients vont bien, ça veut dire que même si on a eu des soucis, les patients sont quand même satisfaits de la prise en charge. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la connexion, on peut avoir des complications, on peut avoir des choses qui ne sont pas désirables, pour autant, si on le prend en charge de façon satisfaisante avec cette connexion, le patient va être content. En tout cas, il ne va pas être mécontent. Et donc l'idée, c'est grâce à ça et grâce aux patients connectés, d'évoluer vers un système de santé qui est centré sur la qualité des soins et plus sur la quantité. Aujourd'hui, on parle essentiellement de quantité, un peu de qualité, mais c'est surtout la quantité qui va faire les choses. Quand vous regardez dans les différentes revues qui paraissent tous les ans, le premier critère, c'est la quantité. C'est combien de prothèses ont été opérées à tel endroit, combien de ligaments croisés ont été faits, combien de prostates ont été opérées. On parle assez peu de qualité. Et puis finalement, si on s'évalue, comme je l'ai dit, c'est déjà s'améliorer. Donc le patient, il va s'évaluer automatiquement, il va s'améliorer, mais le chirurgien aussi par la force des choses. Si le patient est connecté, c'est que le chirurgien est connecté également. Et puis l'équipe qui tourne autour, parce qu'on est de plus en plus dans un travail d'équipe. Et ce sont des données cliniques qui sont maîtrisées par nous, c'est nous qui demandons et qui posons les questions. Et c'est plus des données uniquement médico-économiques du PMSI, où jusqu'à il y a peu de temps, on ne savait même pas quel côté était opéré, si c'était un genou droit ou un genou gauche. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus important, et ça nous permet peut-être de reprendre une certaine maîtrise sur l'évolution du système de santé. Avec la Soft-Cote, on pousse un projet justement pour, en parallèle du fameux épisode de soins qui a été tant décrié par la Soft-Cote, on pousse un projet où on voudrait essayer de piloter et valoriser les choses par rapport à la qualité des soins. L'idée, c'est d'établir des pratiques évidentes. Qu'est-ce que c'est que la pratique la plus classique pour mettre une prothèse de genou, mettre une prothèse de hanche ? De collecter les données en fonction de cette pratique évidente, d'identifier des déviances. Il va y avoir des gens qui vont faire des choses différentes. Il y a des déviances on va les analyser. Il y a des déviances qui vont peut-être plutôt vertueuses pour le patient. Il y en a d'autres qui vont être moins vertueuses. Et de faire évoluer à ce moment-là les pratiques évidentes vers le vertueux. Et puis on va pouvoir également quantifier des économies, et en fonction de ces économies, eh bien, à force de discuter avec l'assurance maladie, ils seraient d'accord pour redistribuer une partie des économies. C'est pas très compliqué pour eux, parce que de toute façon, sinon ça va leur coûter plus cher. Donc ils sont OK, si globalement on fait des économies, de nous en reverser une partie. Et la Soft-Cote aujourd'hui est partie prenante de ce projet, et j'en suis ravi. Pour finir, je voudrais, en dehors de ces petites phrases qui sont un peu plus philosophiques qu'autre chose, vous donner 2 exemples de ce qu'on peut faire avec la donnée, même si on n'est pas du côté médical. Il y a 3 ans, j'ai opéré une prothèse de genou, et quand j'ai ouvert mon genou, le cartilage était tout noir. Mais tout noir. Le cartilage, c'est tout blanc. Là, il était tout noir. J'avais vu ça, je me suis posé la question, j'ai essayé. Il avait eu une ponction et une viscosupplémentation 3 mois avant, j'ai appelé le chirurgien qui avait fait ça. Aucune idée. Et puis, c'était une prothèse de genou en ambulatoire, je vais aller le faire sortir, et puis au moment où je le fais sortir, je vois qu'il a des points noirs dans la conjonctive blanche. Je dis, tiens, c'est bizarre, vous avez des points noirs. Il me dit, ah oui, mais mon oculiste, ça fait 30 ans qu'il me dit que c'est normal. Ok. Et puis je rentre chez moi, et puis je me dis c'est quand même bizarre, et je me mets dans mon canapé, je prends mon smartphone et je tape sur Google. C'est pas un site internet médical, je tape sur Google cartilage noir. La première réponse que ça me donne, c'est Association française des malades de l'alcaptonurie. Voilà, ouais. Jamais entendu ça, je connaissais pas. Et à ce moment-là, je lis les signes, et puis je vois qu'il faut que les patients ont des urines noires quand ils pissent au bout de 30 secondes. J'appelle mon patient, puis je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez les urines noires ? Ah oui, mais ça fait 40 ans, il avait 61 ans le patient. Ça fait 40 ans que c'est comme ça, mais mon médecin généraliste dit que c'est pas grave. Eh bien, tous les médecins sont passés à travers de ça depuis des années. Et moi, juste en tapant sur Google, j'ai eu. Pourquoi ? Parce que on connaît notre expérience, on a le prisme de ce qu'on fait et en fonction du nombre de patients qu'on a vus. Sauf que sur des maladies rares comme ça représentait 29 patients en France en 2009. C'est un hasard de tomber dessus. Google, lui, il savait déjà, alors que c'est pas un site médical. Donc, d'où l'importance de partager la donnée et de la centraliser et de la demander aux patients surtout. D'accord ? Parce que c'est ce qui va permettre. Et ensuite, le deuxième exemple.
j'ai opéré d'un patient d'une prothèse de genou, et 1 an et demi après, il vient me revoir pour me demander s'il peut s'inscrire à une compétition sportive. Il avait 60 ans à l'époque où je l'ai opéré, donc 1 an et demi après, il avait 61 ans. Et je lui dis, je sais pas, pourquoi pas, est-ce que vous arrivez à faire du sport? Il me dit, oui, j'arrive à courir, j'arrive à nager, j'arrive à faire du vélo. Je dis, c'est étonnant avec une prothèse de genou, mais il me dit, oui, c'est pas n'importe quoi, je veux m'inscrire à un triathlon. Je dis, bon, ok. Je lui dis, mais il me dit, c'est pas n'importe quel triathlon, c'est un Ironman. Et donc, il voulait faire 3,8 km à la nage, 180 km de vélo et un marathon après. Je ne savais pas trop quoi dire, mais finalement, quelle était ma légitimité pour lui interdire de le faire? Il se sentait capable de le faire. Et ben, il l'a fait. Et il a fini, et sur Facebook, j'ai regardé son... Ça, c'est des données qu'on devrait se partager, parce que finalement, on dit assez régulièrement que, oh ben non, il vaut mieux pas, mais finalement, ces patients, ils y arrivent. Et quand vous regardez aussi le cas d'Andy Murray, qui a eu un resurfaçage de hanche il n'y a pas longtemps, et qui a réussi à regagner un tournoi ATP, dans les registres, ces gens-là, probablement, ils vont être considérés comme des mauvais résultats, parce que s'ils sont repris dans les 5 à 10 ans, ils apparaîtront comme non-survie d'une prothèse, ils vont apparaître comme des mauvais résultats. Je pense que si vous leur posez la question à eux, ils ne font pas partie des mauvais résultats, ils seront très contents. C'est pour ça que la donnée, il faut l'avoir, il faut la partager, et puis surtout, il faut faire évoluer nos protocoles par rapport à ça. Je vous remercie. Bien, donc les malades, effectivement, ont sûrement la plus grosse variable d'amélioration dans nos résultats à l'heure actuelle. Et je pense qu'effectivement, la Sofcode s'est emparée de ça, toute la profession s'est emparée de ça, parce que c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on évolue pour évaluer et puis participer également à la réflexion globale, parce que c'est une réflexion sociétale, parce que ce genre de suivi, ça permet effectivement de prendre les gens en charge différemment et sûrement d'avoir un impact financier qui va être très différent de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah oui, merci. Je suis tout à fait d'accord sur le fond avec votre communication, mais je trouve que on devrait quand même, on est peut-être un peu trop confiant avec ce monde connecté, parce que pour faire de l'ambulatoire, enlever des estomacs en ambulatoire, etc., on se sert beaucoup du monde connecté pour surveiller les patients. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même un peu un envers du décor, c'est-à-dire que on compte sur le monde connecté pour surveiller les patients. D'accord. Sont-ce des dispositifs médicaux? Si on a un problème, est-ce qu'on sera couvert? La deuxième chose, c'est qu'on compte sur le monde connecté pour communiquer avec le patient. Mais quand le patient ne répond pas au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on assurer les suites? Juste pour prendre des nouvelles, hein. Il ne s'agit pas d'être très, très astreignant. La troisième chose, c'est le temps médecin que ça représente. C'est-à-dire que, ça prend du temps. Hein. Les patients, ils ont mon mail, ils ont mon portable. Et soit avant l'intervention, soit après l'intervention, il faut répondre à toutes ces questions, etc. Et donc, je trouve que il faut bien voir dans quelle direction on va s'engager pour assurer une meilleure prise en charge. Et il y a sûrement beaucoup d'atouts de ce point de vue. Hein. Je pose des questions critiques, mais je pense que c'est pour faire avancer un peu le débat, parce que il faut se méfier de ne pas être trop angélique. Le patient qui ne répond pas quand on l'appelle au téléphone, on a un sentiment d'extrême solitude après une chirurgie ambulatoire, parce que on dit qu'est-ce qui se passe et que puis-je faire. Voilà. Donc merci pour cette communication, mais je voulais juste mettre ces points un peu en exergue. Je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que j'ai voulu bien montrer que la connexion, c'est avant tout le lien concret. Après, le digital, c'est juste un outil parmi d'autres. Pour le téléphone en est un, mais la connexion, elle n'est pas que sur du digital et sur du numérique. C'est pour ça que, parce que, encore une fois, quand on utilise le mot de connecté, ça a une connotation aujourd'hui forcément électronique et puis digitale. C'était le but. Après, pour l'instant, il n'y a pas, à mon sens, pas d'applications qui sont considérées comme des actes de soins. On y travaille, on essaye de voir si ça pourrait pas devenir un acte de soin, mais pour l'instant il n'y en a pas, ça n'existe pas. Jérôme, je te remercie beaucoup pour cette très belle communication. Est-ce que, je reviens sur l'anecdote, c'était pas la peste noire, mais quelle était cette maladie noire? Tu nous l'as pas dit. L'alcaptonurie. Alcaptonurie, au chronose, oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est un déficit en enzyme de homogentésique oxydase. Merci beaucoup.
Non, mais c'est anecdotique, mais Jérôme est trop jeune. Mais quand on était petit, j'ai fait mes classes de médecine à Cochin, on avait un service de pédiatrie où on apprenait des trucs qui servaient à rien. Donc comme la captonurie, enfin ça, quand on pisse noir, c'était ça. Puis il y avait une deuxième maladie aussi, c'était le syndrome de Lesch-Nayan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est les gamins, oui, enfin bon, d'accord, s'il y a des pédiatres, voilà. Mais comme quoi on retient des trucs qui finalement ne servent pas à grand chose. Mais j'avais fait le diagnostic quand tu m'as dit il y avait le cartilage noir, je dis, j'ai susurré au président. C'est ça, voilà. Bon, juste autre question. Oui. Albert-Claude Benamou. Oui. Juste un peu dans la tonalité de Hubert. Certes, c'est très intéressant que les patients soient connectés, mais en même temps, le risque aussi, c'est de plus en plus que les patients se connectent entre eux. Et le self-assessment par les patients, qu'ils pensent pouvoir, au travers du numérique, finalement piloter l'évolution de leur maladie, etc. Et ce qui est très important, moi je souligne ce que tu dis, c'est le lien, ce que tu dis avec l'équipe médicale. Et ça, ce lien, même s'il est dans le virtuel, dans le distanciel, il est important qu'il soit très clairement compris par nos patients. On ne faut pas les laisser seuls avec Internet. Ça, c'est vraiment un message très fort. Jérôme ? Non, je suis d'accord. C'était la phrase où je disais il faut maîtriser nos données, il faut maîtriser les choses. C'est à nous de le maîtriser et pas quelqu'un d'autre. Pardon, je peux prendre la parole, monsieur ? Non, je pense qu'effectivement, c'est une excellente communication et puis finalement, c'est un nouveau paradigme qui se présente à nous. Alors, dans le cadre des travaux de la Sofcote, au cercle Nicolas Andry, il y a eu tout un sujet là-dessus, sur le patient connecté. Il y a eu un bouquin qui est sorti. Moi, j'avais écrit le chapitre, comme d'habitude, sur les complications médico-légales. Alors, il y a effectivement un certain nombre de choses. D'une part, pour l'instant, c'est pas considéré comme un dispositif médical, donc ça peut être dangereux pour le chirurgien qui inventerait quelque chose. Le deuxième point, c'est que les objets connectés peuvent être dangereux. La meilleure preuve en est, c'est que Dick Cheney, le vice-président de Bush à 2 reprises, était porteur. Alors je l'ai lu dans Wikipédia. C'est pas, je veux dire, je trahis pas le 226-13 du code pénal. J'ai jamais soigné Dick Cheney. Mais enfin, il avait une affection cardiaque. Il avait un pacemaker. Et déjà à l'époque, c'était donc il y a un peu plus de 10 ans, il avait un smartphone et il pouvait contrôler son pacemaker avec l'intermédiaire de son smartphone et envoyer des données à son cardiologue. La CIA, qui n'est pas idiote, lui a dit, écoutez, monsieur le vice-président, désormais, on vous interdit de faire ça. Et il y a 2 ans, lors d'un congrès à New York, sur les objets connectés en médecine, il y a un hacker qui a dit, voilà, je prends mon iPhone. Je vais taper un programme que j'ai inventé et je vais repérer dans la salle tous les gens qui sont diabétiques et qui ont une pompe à insuline. Et si vous voulez, je peux vous tuer. Alors, c'est le danger de la protection des données. Alors, tu me diras que c'est un autre registre, mais c'est quand même relativement important. Oui. Alors, est-ce que pour l'instant, bon, on a les RGPG chez nous, en Europe et tout, mais enfin, vous savez que la plupart, si vous avez tous un iPhone avec un certain nombre de bases de données, et si vous les communiquez, toutes les centrales américaines et chinoises sont en possession de vos données. Hein. Donc ça peut poser aussi un problème. Autrefois, on avait dans tous les services des dossiers médicaux, vous savez, écrits avec des plaintes et des liés. Quand il fallait rechercher un dossier, il y avait que la secrétaire qui savait, la clé de la porte qui était dans les archives, elle était dans la culotte de la secrétaire. Enfin bref, on n'arrivait jamais à trouver les dossiers. Mais le secret était bien préservé. Tandis que là, actuellement, le 226-13, ça peut poser le problème. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là ? Je ne dis pas ça pour faire peur. Hein. Je pense que ce que tu as présenté, c'est parfait, c'est très bien, et à mon avis, c'est l'avenir. Ouais. Mais il reste cette pierre d'achoppement. Là, en pratique, moi, sur ce que j'utilise, c'est effectivement RGPD, c'est hébergé dans un hébergeur de données de santé. Voilà, il y a des lois qu'on doit respecter, et puis c'est tout. Mais après, la protection. Mais un dossier papier, il peut aussi se voler. Oui. Donc, il n'y a pas de protection absolue sur quoi que ce soit. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, si vous n'êtes pas informatisé, on vous pénalise et vous payez une amende. Hein, donc, si votre dossier n'est pas informatisé.
Merci pour cette, Patrick Coleby, urologue, merci pour cette communication qui met en avant le patient. On n'en parle pas souvent dans nos communications qui sont très techniques, innovation, et le patient reste quand même le point central de ce qu'on a à faire dans notre métier. Et le lien et la connexion, c'est bien ce que vous avez dit au départ, n'est pas forcément digital, c'est un lien entre deux personnes, entre le médecin et le patient. Et ça, c'est très important. La deuxième chose que vous avez soulignée, c'est que on peut améliorer notre collecte des données que l'on fait, qui manque de rigueur, grâce à une autocollection des données par les patients et par des questionnaires ou adaptés à chaque pathologie, et qui nous permet, lors de la décision médicale, ensemble avec le patient, de faire l'analyse éventuellement aidée par des algorithmes, et qui nous permettra d'avoir la prise en charge la meilleure, la plus adaptée, la plus pertinente pour cette prise en charge du patient. Et c'est ça qui me semble le plus important. Oui, il y a un problème qui va se poser, parce que c'est ce problème de la conservation des données. Est-ce qu'on va... on sait très bien qu'on doit, chez les enfants, garder les données pendant 40 ans, les dossiers. 50. Pardon ? 50 ans chez les enfants. Oui, non, mais plus au-delà de la majorité. Chez les adultes, c'est 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Et donc, on est obligé de conserver un certain nombre de données. Est-ce qu'à partir du moment où on aura des données sur informatique comme celle-ci, on sait très bien qu'on peut perdre les données, on peut se faire voler son téléphone, on peut se faire voler son appareil, etc. Quid de la conservation des données? Comment pourra-t-on conserver des données aussi longtemps que l'exige la loi? Voilà, c'est la question que je pose. Je ne suis pas un spécialiste de la technique, mais nous, les données, elles sont là, quand je vous ai présenté l'exemple là, des patients opérés du ligament croisé, les données, moi, je ne les ai pas à demeure chez moi. Les données, elles sont quelque part dans un hébergeur de données de santé, et qui doit avoir certainement, parce que c'est des données de santé, des dizaines de copies de sauvegarde un peu partout, dans des data centers, mais très protégés. Donc, moi, sur le stockage à long terme, je ne suis pas très inquiet. Après, c'est plus sur éventuellement le piratage des données plutôt, parce que comme on dit, il n'y a pas de sécurité absolue, mais je ne suis pas certain que le problème du stockage soit un problème très important aujourd'hui. Continue, vas-y. Ce qui me paraît surtout très important, c'est que la digitalisation nous permet d'avoir des données pour la recherche, ça c'est une première des choses, et puis également d'avoir des systèmes d'alerte. Et sur ces patients qui partent un petit peu dans la nature assez rapidement, je pense que ça les rassure, et nous ça nous rassure. Alors après on peut toujours dire que le système d'intelligence artificielle ne sera pas suffisant, ne sera pas fiable, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des données, je dirais, assez objectives pour le patient. Il sait que s'il est dans le vert, eh bien, il n'a pas besoin d'appeler son médecin, dès qu'il est dans l'orange ou le rouge, il peut appeler, et ça c'est quand même quelque chose qui va être relativement rassurant, avec la nécessité, comme le faisait remarquer quelqu'un, qu'on soit harcelé par ce genre de choses, d'où l'intérêt d'avoir des infirmières qui vont être, à mon sens, des éléments incontournables du suivi des patients, parce qu'en fait un patient opéré en orthopédie, c'est un patient chronique, qu'on le veuille ou non, et on tombe exactement comme on peut le tomber pour le diabète et ainsi de suite. Oui, juste une question concrète. Comment financez-vous ce site, l'hébergement des données? Est-ce que c'est sous l'égide de la Sofcote? Est-ce que c'est avec des laboratoires avec lesquels vous travaillez? Aujourd'hui, chaque chirurgien paye son abonnement. Moi, je paye mon abonnement à 240 € par mois pour héberger les données et diffuser les protocoles. Et c'est un site hébergeur spécifique à l'orthopédie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Qui a été donc quand même rédigé, mis au point par... Alors, tous les protocoles qui sont diffusés sont des protocoles qui sont rédigés par des chirurgiens en collaboration avec l'équipe informatique et qui sont sous droit d'auteur. C'est-à-dire que le protocole peut être utilisé par d'autres, mais c'est sous la responsabilité. Finalement, c'est une espèce de registre que vous avez là avec une conservation des données. Alors, quel est le financement de ce registre? Pour l'instant, le financement, c'est la société qui commercialise Hortense, c'est la société DigiCare. La société DigiCare, c'est une société privée qui n'a pas de financement particulier en dehors d'investisseurs privés et qui se finance avec les abonnements et la revente, entre guillemets, éventuellement de données anonymisées à des gens qui auraient besoin de données. Voilà.
encore une fois, voilà, c'est le financement, il faut le faire. Aujourd'hui, si demain on devient un acte de soins, alors il y aura une prise en charge par l'assurance maladie. On a déjà discuté depuis longtemps avec l'assurance maladie. Il y a un prix qui avait été évoqué, qui est de 37 € pour le chirurgien à partir du moment où il rentrerait un patient dans l'application. C'est-à-dire qu'à chaque patient rentré dans le système, le patient, l'assurance maladie rembourse 37 € au chirurgien et 10 € à l'éditeur du logiciel. Voilà. C'est ce qui avait été évoqué déjà il y a 3 ans, mais on n'en est pas là pour l'instant. Mais dans les tiroirs, effectivement, il y a le fait de pouvoir rembourser et que ce soit considéré comme une consultation éparse dans le temps pour le patient, comme une consultation, comme aujourd'hui la téléconsultation. Alors je vais répondre en partie à ta question, Jean-Pierre. Ça existe déjà dans certaines pathologies où il y a des objets connectés, en particulier chez les diabétiques, et il y a un arrêté qui donne effectivement le prix d'une consultation de surveillance pour le diabétologue, etc. Pour un orthopédiste, ça n'existe pas encore. Mais on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, pour une prothèse de hanche, il suffira qu'il y ait une puce sur le col de la prothèse et qui envoie des informations, pourquoi pas. Hein. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Sur les prothèses de genoux, il y a déjà des puces dans certaines prothèses de genoux qui ne donnent pas pour l'instant beaucoup de renseignements, mais ça existe déjà. C'est extraordinaire quand même. Oui, enfin oui et non. Oui. Vas-y, mon cher Jacques, donnez le micro à Monsieur Caton, s'il vous plaît. Tu vois, je lance le débat. Le premier problème, c'est la sécurité des données. D'abord, il faut échanger des données sécurisées. Or, les données échangées ne sont pas sécurisées, c'est clair. Voilà, parce que c'est très compliqué, les données sécurisées. On a travaillé dans les unions régionales de médecins libéraux pendant de très nombreuses années sur la sécurisation des données, notamment entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Et bon, la première non-sécurisation des données, c'est de mettre une lettre dans une enveloppe et de la mettre par la poste. C'est déjà une non-sécurisation, ça, déjà. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais enfin bon, tu sais très bien que ce problème existe, et c'est un problème qui est partiellement résolu, il n'est pas complètement résolu. Deuxièmement, l'histoire de la puce dans le genou pour surveiller la prothèse du genou, c'est un de nos collègues du sud-ouest de la France qui a mis ça au point. C'est un système privé, toi aussi, non, peut-être? Non, il y a deux, je crois qu'il y a quelqu'un à Brest et quelqu'un à Montpellier. Ça pose quand même des tonnes de problèmes. Hein. Je veux dire, ça a l'air comme ça intéressant, je ne suis pas sûr que ça le soit vraiment. Deuxièmement, dysfonctionnement de la puce, je ne sais pas. Troisièmement, tu as des problèmes infectieux. Est-ce que ça vient de la puce ou pas? Je pense que ça risque de poser plus de problèmes que ça n'en résout. Enfin, bon. Non, mais il ne faudrait pas terminer cette excellente communication sur cette vue, mon cher Jacques, non pas pessimiste, mais qui est tout à fait réelle, parce que ça pose des problèmes. Mais néanmoins, je pense qu'on est là dans un nouveau paradigme, et Jérôme, c'est très bien d'avoir présenté ce travail. Et je crois que dans quelques dizaines d'années, ou peut-être même moins, on sera à nouveau, par l'intermédiaire des objets connectés, avec peut-être une sécurité meilleure, tout à fait dans un nouveau paradigme. Merci à toi, Jérôme.